C'est parti pour un nouvel exemple de résolution d'équations différentielles linéaires d'ordre 1. Nous allons ici résoudre l'équation différentielle que l'on va noter E, qui est y' moins 3y égale 8x exponentielle 5x. Pour commencer, on s'assure que ça correspond aux équations différentielles que l'on sait résoudre dans le cours. Donc on s'assure que c'est de la forme y' plus a de xy égale f de x. Donc ici ça fonctionne puisqu'il suffit de prendre a de x qui vaut moins 3 et f de x qui vaut 8x exponentielle 5x. Donc maintenant on est sûr que les solutions de l'équation E sont toutes les fonctions y qui s'écrivent yh plus yp. Yh, ça désigne toutes les solutions de l'équation homogène. Et donc pour déterminer YH, il y a une formule, on part du petit a de x qu'on a trouvé, moins 3, on prend une primitive, moins 3x, on applique la formule, YH égale lambda exponentielle moins grand a de x, et on trouve lambda exponentielle 3x, avec lambda une constante quelconque. Donc pour maintenant trouver YP, donc YP ça désigne une solution particulière de l'équation de départ, là, donc de l'équation E. Donc, dans un premier temps, on essaye la méthode numéro 1, qui est la méthode qui consiste à trouver une solution évidente. Donc, a priori, pour l'équation E de départ, ce que l'on cherche, c'est à mettre une fonction dans le rectangle bleu ici, qui va faire en sorte que la dérivée du rectangle bleu moins 3 fois le rectangle bleu, on veut que ça donne 8x exponentielle 5x, et on veut que cette égalité-là soit vraie pour tout réel x, puisqu'on travaille sur l'ensemble des réels. Donc, a priori, comme on l'a déjà évoqué dans la vidéo sur l'exemple 1, ce qu'il faut voir dès le départ, c'est que le f de x ici, qui est le second membre de l'équation différentielle, c'est un 8x exponentielle 5x. Donc on voit déjà que dans cette fonction-là, il y a un exponentielle 5x, et ce que j'avais évoqué dans la vidéo sur l'exemple 1, c'est que a priori, il faut chercher plutôt une solution évidente qui a à peu près la même tête que le second membre ici, qui correspond à f de x. Donc comme il y a de l'exponentielle 5x ici à droite, on peut essayer peut-être de mettre exponentielle 5x dans le rectangle bleu. Le souci ici, c'est que si on fait la dérivée de exponentielle 5x, ça fera 5 exponentielle 5x. Quand on fera moins 3 exponentielle 5x, ça va faire 2 exponentielle 5x. Et on va jamais récupérer 8x fois exponentielle 5x. C'est-à-dire le x là, du 8x, on va jamais aller le chercher. Donc ça veut dire que c'est pas une bonne idée de mettre exponentielle 5x dans le rectangle bleu. Donc comme c'est le x, on réussit pas à aller chercher, une idée pourrait être de mettre dans le rectangle bleu x exponentielle 5x. Dans ce cas-là, ça devient un peu plus compliqué en termes de calcul, puisque quand on va faire ici à gauche la dérivée de x exponentielle 5x, il va falloir dériver ça comme un produit, u fois v, etc. Mais si on fait le calcul, on se rend compte qu'on va pas tomber sur 8x exponentielle 5x. Donc c'est là qu'on voit que il n'y a pas grand-chose d'évident à mettre dans le rectangle bleu, et c'est pour ça qu'il faut avoir à disposition une méthode un peu plus précise que cette méthode numéro 1. Et donc cette méthode un peu plus précise, c'est la méthode numéro 2. Donc là, je l'ai appelée tableau lorsque a de x égale à une constante, parce qu'en fait déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode 2 ne marchera que si a de x est une constante. Donc avant même de dire qu'est-ce qu'il y a dans le tableau, il faut s'assurer que dans notre situation ici, le a de x qu'on en a trouvé au départ, c'est bien une constante. Alors ici a de x vaut moins 3, c'est bien une constante, donc on peut espérer utiliser ce fameux tableau. Alors ce tableau, il raconte quoi ? Il raconte en gros que si f de x est d'une certaine forme, on va être sûr qu'on va avoir une solution particulière de l'équation qui va être d'une forme un peu semblable. Ça rejoint en fait ce que j'ai dit dans la méthode 1, sauf que c'est quelque chose de bien plus précis. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment si f de x a une certaine tête, alors une solution particulière va avoir à peu près la même tête. Mais sauf que là, on fait pas ça au feeling, quoi, en quelque sorte. Donc maintenant, une remarque importante dans la façon de rédiger les résolutions d'équations différentielles, c'est que comme par exemple dans ce tableau-là, tout repose sur le f de x, c'est-à-dire quelle forme a f de x, il faut bien avoir identifié qui était f de x. Et donc c'est pour ça que dans toutes les vidéos de résolution d'équations différentielles linéaires d'ordre 1, à chaque fois je commence par rappeler qu'on peut appliquer le cours,
et je rappelle qui est le a de x et qui est le f de x. Parce que justement, quand on rappelle qui est le f de x, on est déjà presque en train de préparer le terrain au cas où il y ait besoin d'utiliser la méthode numéro 2. Et en plus, il faut préciser aussi qui est le petit a de x, puisque de toute façon, ça intervient de façon cruciale dans la détermination de YH. Donc il faut vraiment faire cet effort-là. Je vois souvent, moi, des étudiants qui ne font pas cet effort et qui, à chaque fois, font des petites erreurs parce qu'ils n'ont pas voulu écrire le détail. Ça arrive notamment aussi dans le calcul de YH. On veut pas écrire qui est petit a, qui est grand A, on essaye de tout faire de tête, et on essaye de balancer en 2 secondes YH égale, par exemple, lambda exponentielle 3x. Et puis, 3 fois sur 4, il y a une erreur de signe, une erreur de je sais pas quoi. Donc il faut vraiment prendre l'habitude de détailler, comme ici, les différentes étapes. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça donne une certaine garantie aussi dans le résultat. Bon, alors maintenant que j'ai précisé ça, on va utiliser le tableau qui est ici, et on va voir comment on s'y prend pour faire ça. Donc, on va commencer donc forcément par lire, essayer de trouver ce qu'il y a dans la colonne de gauche. Donc on se demande si f de x est de la forme, est-ce que c'est la forme de la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Mais pour faire ça, on s'appuie déjà sur f de x. Donc on a dit f de x c'est 8x exponentielle 5x. Donc est-ce que 8x exponentielle 5x c'est de la forme p de x exponentielle kx avec les conditions qui sont après, ou p de x exponentielle kx avec les autres conditions, ou une somme de cosinus et de sinus. Bon, déjà on est sûr que c'est pas ici une somme de cosinus et de sinus. Donc ça va plutôt être première ou deuxième ligne ici. Donc si on veut avoir f de x sous cette forme-là, a priori, si on veut que ça s'écrive p de x exponentielle kx, il faut que les exponentielles correspondent, c'est-à-dire qu'on veut que l'exponentielle 5x corresponde à l'exponentielle kx, donc il faut prendre k égale à 5, et p de x qui est devant l'exponentielle, ça doit être le 8x qu'on a devant ici. Donc a priori, c'est ce qui est tentant de prendre. Donc par rapport à ce qui est écrit ici, le k doit être une constante, et p doit être un polynôme. Sur les deux lignes, de toute façon, on a ça déjà. Donc il faut déjà s'assurer que 8x, c'est bien un polynôme, oui, k égale 5, c'est bien une constante, oui aussi. Et là maintenant, en fait, pour savoir si on utilise la ligne numéro 1 ou la ligne numéro 2, il faut aller regarder si la constante k qu'on a trouvée, est-ce qu'elle est égale à moins a, ou est-ce qu'elle est différente de moins a. Donc ici, je rappelle que ce tableau-là, on peut l'utiliser que si a de x est une constante, et donc le a de x, là, dans le tableau, en fait, comme c'est une constante, je l'ai juste noté petit a. Donc ici, on voit en fait que la constante, elle est différente de moins a, puisque a de x, donc que je note petit a, on a dit que ça valait moins 3. Donc ça veut dire que moins a, c'est égal à plus 3, et 5, il est bien différent de plus 3. Donc ça veut dire en fait qu'on va utiliser ici la première ligne, et pas la deuxième ligne. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va lire en face, sur la colonne de droite, ce qui est raconté. Alors ce qui est raconté, c'est qu'on est sûr de trouver une solution particulière yp de l'équadif, qui va être de la forme q de x exponentielle kx avec cette condition-ci. Donc on commence déjà par écrire ça. Donc yp va être de la forme q de x exponentielle kx. Donc le k qui intervient dans cette expression-là, c'est le k qu'on a trouvé juste au-dessus. Donc k vaut 5. Donc on peut déjà remplacer ici k par 5. Et maintenant, qu'est-ce que l'on sait sur le polynôme q? C'est écrit ici. Q est un polynôme tel que le degré de q égale le degré de p. Donc on réécrit ça. Et maintenant, on se laisse porter par ce qu'on en a écrit avant. C'est-à-dire que là, on sait que le degré de q est égal au degré de p. Mais p, on sait à quoi il est égal, puisqu'on sait que p de x, c'est 8x. 8x, c'est en fait 8x puissance 1, et donc le degré du polynôme p, c'est 1. Puisqu'en fait, je rappelle que dans un polynôme, le degré du polynôme, c'est la plus grande puissance de x qui intervient dans le polynôme. Donc comme quand on a 2x carré plus 3x plus 28, la plus grande puissance qui intervient, c'est 2 dans le x au carré, justement. Donc s'il y avait eu en plus du x au cube, ce serait de degré 3, etc. Donc ici, on est sûr, en fait, que dans le yp, là, le polynôme q qui intervient, on est sûr qu'il est de degré 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça, que degré de q est égal à 1 ? Ça veut dire que la plus grande puissance de x qui intervient dans le polynôme q de x, c'est 1. Donc au maximum, on a du x puissance 1. On peut pas avoir du x puissance 2, on peut pas avoir du x puissance 3. Donc ça veut dire que q de x est égal à une expression de la forme alpha x plus bêta, avec alpha et bêta qui sont des constantes réelles que l'on va déterminer par la suite.
Donc, petite remarque aussi, on aurait pu se dire degré 1, bah, du coup, de la forme ax plus b, quoi. Alors, j'ai fait exprès de pas prendre les notations ax plus b, parce que le a, il est déjà réservé pour autre chose ici. Donc, c'est uniquement pour ça que j'ai pris les notations alpha et bêta. Et maintenant, deuxième remarque, faut bien faire attention, c'est pas parce que ici, dans P de x, on a juste 8x, et qu'il n'y a pas de terme constant, quoi, c'est pas 8x plus 3 ou je sais pas quoi, mais pour autant, le fait que l'info qui est intéressante, c'est le degré de P. Le degré, donc c'est juste la puissance de x, et donc là, c'était 1. Mais par contre, quand on dit que le degré de Q est égal à 1, bah c'est forcément, il va forcément s'écrire alpha x plus bêta, quoi. Il n'y a pas de, ça peut être 3x plus 2, ça va pouvoir, et c'est pas parce qu'ici on a du 8x que Q de x va forcément être égal à 3x ou 28x ou 7x ou je sais pas quoi. Donc faut pas oublier en fait le terme constant, puisque n'importe quel polynôme de degré 1 s'écrit vraiment sous cette forme-là. Donc maintenant, comment on va gérer cette affaire-là? Eh bien, on va déjà commencer par remplacer yp, plutôt on va écrire yp en remplaçant q de x par alpha x plus bêta. Donc on est sûr en fait que yp s'écrit alpha x plus bêta fois exponentielle 5x. Donc on a notre solution particulière là que l'on cherche. On est sûr qu'elle s'écrit comme ça, mais on est sûr aussi qu'elle doit vérifier l'équation différentielle, puisque c'est par définition une solution particulière. Donc ça veut dire que lorsqu'on reprend l'équation différentielle comme ça veut dire que si on met yp dans le rectangle bleu, l'égalité qui est ici, elle doit être vérifiée pour tout x dans R. Donc on va justement remplacer maintenant yp par alpha x plus bêta exponentielle 5x. Ça va nous donner ça. Et on est sûr en fait que si on a notre yp qui fonctionne justement, on doit avoir cette égalité-là qui est vraie pour tout x dans R. Donc on l'écrit là sans les rectangles bleus, sans les deux rectangles bleus là. Et en fait maintenant pour trouver alpha et bêta, en fait on va faire le calcul de la dérivée qui est ici, on va faire tous les calculs et on va voir qu'on va trouver des conditions sur alpha et bêta pour être sûr que cette égalité-là est vraie pour tout x dans R. Donc pour commencer, il faut calculer la dérivée. Donc on a ici un produit, donc il faut le voir sous la forme u fois v. On dérive donc un produit avec la formule habituelle, ça va faire u' fois v pour commencer, donc la dérivée de u, ça fait alpha, fois v exponentielle 5x, plus donc u fois v', donc u c'est juste on recopie, et la dérivée d'exponentielle 5x, c'est la dérivée de 5x 5 multiplié par exponentielle 5x. Et ensuite, on recopie le reste sans problème. Donc maintenant qu'on a fait le calcul de la dérivée, on peut enlever là l'écriture en dessous là avec les u', les u, etc. Ça nous donne ça. Dans cette égalité, maintenant, on a donc ici le 5 qu'on a devant l'exponentielle 5x, on peut aussi le mettre devant les parenthèses. Ensuite, comme on constate que l'exponentielle 5x est en produit dans ce terme-là, dans celui-ci, dans celui-là et dans ce dernier-là, on va pouvoir diviser des deux côtés du signe égal par exponentielle 5x, ce qui est possible puisque exponentielle de n'importe quoi est toujours différent de 0. Et ça va avoir pour résultat, en fait, d'enlever les 4 exponentielles 5x qu'on a ici. Donc déjà, on constate que ça simplifie un petit peu l'expression. Alors maintenant, plus besoin de mettre différentes couleurs. Et ici, on a 5 fois alpha x plus bêta, moins 3 fois alpha x plus bêta. Donc ça va juste nous en faire 2 fois alpha x plus bêta. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette égalité-là. Donc il faut se rappeler que cette égalité-là, elle doit être vraie pour tout réel x. Autrement dit, c'est pas x que je cherche, c'est vraiment, je cherche alpha et bêta qui vérifient cette égalité-là pour tout x. Donc pour trouver alpha et bêta, on va développer ce qu'on a ici là avec les parenthèses. Donc ça nous fait alpha plus 2 alpha x plus 2 bêta égale 8x. Et il vaut mieux regrouper, par exemple ici à gauche, tout ce qui concerne x, donc là il y a juste un seul terme, et tout ce qui est sans x, qu'on pourrait appeler les termes constants, c'est-à-dire le alpha ici et le 2 bêta qui est ici. Donc ça va nous donner ça. Et en anticipant un petit peu ce que l'on va raconter après, on peut déjà mettre un petit peu de couleur, en se disant que ici, en fait, le terme en x, c'est 2 alpha x, à gauche, quoi, si on veut. Et à droite, là, on a le terme en x qui est 8x. Tandis qu'ici, le terme constant, en fait, c'est alpha plus 2 bêta. On pourrait même se dire que à droite, il y en a un aussi, et en fait, c'est comme s'il y avait plus 0.
Alors, le raisonnement ici qu'il va falloir mener, en se disant qu'on doit avoir cette égalité-là pour tout réel x, j'arrête pas de le répéter, mais c'est super important, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir raconter quelque chose sur alpha et bêta. Mais ce raisonnement-là, c'est ce qu'on appelle une identification de polynôme. C'est-à-dire que lorsqu'on a un polynôme ici à gauche égal à un polynôme à droite, avec l'égalité qui est vraie pour tout réel x, en fait, on va pouvoir montrer que ça veut forcément dire que le terme constant qui est à gauche, c'est-à-dire que ce que j'ai noté ici en bleu, va forcément être égal au terme constant qui est à droite, ici 0, et forcément aussi, le terme en x, ici en rouge, 2 alpha, est forcément égal au terme en rouge à droite, qui est ici 8 pour 8x. Donc ça vient du fait, si je le fais rapidement, c'est que le fait que ce soit vrai pour tout réel x, c'est en particulier vrai pour x égale 0. Donc comme ça fait disparaître le terme ici en rouge, là aussi, et il nous reste vraiment le terme bleu égale le terme bleu. Et une fois que les deux termes bleus sont égaux, on peut soustraire ce terme-là, ce qui nous fait récupérer 2 alpha x égale 8x, et si ce résultat-là est aussi vrai pour tout réel x, on peut dire qu'il est vrai pour x égale 1, et ça nous donnera 2 alpha fois 1 égale 8 fois 1, donc 2 alpha égale 8. Mais en résumé, il faut vraiment se dire que lorsqu'on veut une égalité comme ça pour tout x de deux expressions qui sont des polynômes, eh bien on peut vraiment faire l'identification de polynômes qui consiste à dire le terme à gauche constant, le terme constant à gauche est égal au terme constant à droite, le terme en x à gauche égale le terme en x à droite, et si jamais il y avait eu des termes de degré 2 avec du x au carré, on aurait dit pareil, le terme en x carré à gauche égale au terme en x carré à droite, et éventuellement, s'il y avait eu du degré 3, on aurait pu partir aussi sur la même idée. Donc tout ça pour dire que ça nous donne forcément 2 alpha égale 8, et alpha plus bêta est égal à 0. Donc 2 alpha égale 8, ça nous fait alpha égale 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4, et cette égalité-là, en isolant bêta, ça nous fait bêta qui vaut moins alpha sur 2. Mais si alpha vaut 4, moins alpha sur 2, ça fait moins 4 sur 2, ça nous fait moins 2. Donc en résumé, ce que l'on a démontré là en faisant tout ce raisonnement-là, c'est que si on veut que la fonction alpha x plus bêta exponentielle 5x soit solution de l'équation différentielle de départ, on est obligé de prendre alpha égale 4 et bêta égale moins 2. Et donc ça veut dire en fait que yp égale 4x moins 2 le tout fois exponentielle 5x, c'est une solution particulière de l'équation E qu'on avait au départ. Donc si on revient maintenant au plan de résolution là de l'équadif, donc on avait dit y c'est yh plus yp, on avait trouvé yh, maintenant en fait pour trouver yp on a utilisé le tableau là, donc de la méthode 2, et on vient de trouver que yp égale 4x moins 2 fois exponentielle 5x. Donc maintenant on regroupe yh et yp pour écrire notre conclusion, c'est-à-dire que toutes les solutions, donc avec un s, toutes les solutions de E sont les fonctions y, qui sont définies par lambda exponentielle 3x plus 4x moins 2 fois exponentielle 5x. Avec ici le lambda, qui est une constante réelle quelconque. Et voilà pour l'exemple numéro 2. À bientôt pour d'autres exemples.